Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de vous retrouver nombreux tous les mercredis dès 21h pour Face à l'actu. Face à l'actu, votre grand débrief de l'actualité accompagné d'une personnalité de premier plan. Vous en avez désormais l'habitude. Et ce soir, Face à l'actu, justement, reçoit un homme politique, un professeur de sciences politiques et de droit public, surtout un homme qui a des choses à dire. C'est un plaisir et une immense responsabilité pour moi, mesdames, messieurs, de dire bonsoir et bienvenue au professeur Pascal Charlemagne Mensanga Nyamdjing. Il est sous la casquette de politologue sous ce plateau. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Barga. Je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs qui vont nous écouter ce soir, et surtout je voudrais aussi dire merci à cette chaîne de télévision qui monte pour cette énième invitation. Merci professeur d'avoir répondu favorablement à la grosse équipe de production qui entoure justement l'éclosion de ce programme Face à l'actu. Et comme de coutume, professeur, je vais demander de vos nouvelles. Comment vous allez? Vous avez il y a quelques semaines défrayé la chronique. Vous êtes plus calme aujourd'hui, ça va? Écoutez, j'ai toujours été calme. Je suis un homme politique d'un autre ordre. Vous savez, monsieur Barga, je n'ai pas été formé en politique au Cameroun. Je suis parti du Cameroun adolescent et j'ai commencé à faire mes premières classes dans les mouvements associatifs. Oui. Vous savez, j'ai été dans le MRAP, c'est-à-dire un mouvement antiraciste en France. J'ai été dans les mouvements de jeunes qui soutenaient les associations de lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Et puis surtout à l'université de Paris 1, et là où j'ai commencé mes bases en droit, et avant de me retrouver à l'INALCO et à Sciences Po pour faire mes études de relations internationales. J'ai été aussi très engagé dans les mouvements associatifs. Figurez-vous que en 1986, à Paris, j'étais vice-président national de l'association des étudiants de France. Alors c'était l'époque de Mitterrand. La génération Mitterrand, nous on l'appelait tonton à l'époque. Et puis il y a eu, voyez-vous, monsieur Mbarka, une cohabitation entre la même année, le président Mitterrand et à l'époque monsieur Jacques Chirac qui était Premier ministre, qui devenait Premier ministre, mais ancien maire de Paris. Et alors il y a eu une contestation qui est partie de notre université, la Sorbonne, parce que il y avait ce qu'on appelait les lois de Vaquet. Alors c'était sur la réforme de l'université où certaines conditions étaient posées, notamment le temps d'admission d'un étudiant à l'université, et puis il était même question que les bourses ne soient accordées qu'aux familles défavorisées. Alors on a appelé ça la loi de Vaquet. Nous sommes sortis, et parce que j'étais déjà engagé, et puis malheureusement on a perdu un ami à 2 pas de moi à la place de la République, Malik Ousseki. Professeur, merci pour ce rappel historique. Oui. Nous demandions peut-être nos téléspectateurs nombreux avec de vos nouvelles, justement après cette longue vie politique. Avec la Bérésina, oui. Donc, alors après la Bérésina dans le RDPC, je comprends bien que c'est là où vous l'avez dit. Non, franchement, le RDPC, j'ai passé 37 ans au RDPC. Figurez-vous que j'entre au RDPC à 19 ans, le 23 septembre 1985. Bon, j'ai tout donné, j'ai gravi aussi tous les échelons, et puis j'ai connu une très belle expérience là-bas. Ça, il faut pas cracher dessus. Quand vous avez été secrétaire de cellule, président de comité de base, le patron du parti à Paris, conseiller, le très grand conseiller, le président de la commission de politique générale, à 3 reprises à la grande section RDPC de France, et puis chargé des missions, puis à la fin, lorsque le président de la République vous fait quand même l'honneur, vous fait honneur en vous disant que lors d'une audience,
Je me rappelle, il y avait des témoins, il y avait les témoins Youm, qui est membre du bureau politique, et bien d'autres à Douala. Et quand il s'est adressé à moi, il dit, j'ai personnellement décidé de vous appeler au comité central. Bon, alors vous comprenez quand même que c'est le devoir, c'est le sentiment du devoir accompli. Et puis c'est aussi, pour terminer, une reconnaissance. Oui. Alors, quand vous passez quand même 11 ans, l'article 25 des statuts, l'article 23 des statuts, alinéa 1, c'est le comité central est l'instance qui dirige le parti. Eh ben, vous n'avez pas beaucoup de regrets. Vous êtes plutôt fort parce que je cumule une très grande expérience politique. Et aujourd'hui, je ne peux que souhaiter bon vent et sans toutefois dénigrer, au contraire, encourager les camarades qui y sont, les anciens camarades qui y sont. Et puis comprendre que maintenant je vais passer à autre chose. Alors comment je me porte? Grâce à Dieu, je me porte très bien. Oui. Et malgré cette tempête et ce cyclone en réalité qui est une espèce de règlement de compte, mais je voudrais vous dire que quand vous savez le président Paul Biya légaliste, et je l'ai toujours dit, vaut mieux partir parce que une commission irrégulière, illégale, truffée de bricoles, de mensonges et de ridicules, vous chasse de manière péremptoire, comme ils l'ont fait avec moi, eh bien, je peux vous dire que quoi que l'on dise et quoi que l'on fasse, je savais un jour que ça allait arriver, parce que je n'ai pas voulu embarrasser le président Paul Biya, qui reste mon maître politique. Pourquoi? Pour une seule raison. Parce que j'ai quand même poussé le bouchon très loin et affirmé que j'étais un homme politique. Parce que dans ma tête, lors d'une audience, j'avais un jour dit au président de la République que il aura à opérer un choix entre des camarades impopulaires qui vont noyer et diluer le parti dans la boue, et quelque part des rénovateurs politisés qui vont vouloir faire rayonner le parti. Au moins, je peux m'en féliciter aujourd'hui. Le choix a été fait, pas par le président. Bon, ils ont anticipé pour des raisons de réserve que je ne peux pas vous dire ici. Oui. Mais je vous confirme quand même que c'est bien parce que certains parmi eux sont un essayant de malfrats, de voleurs, de personnes sans conscience. Et ben, regardez, si il a choisi entre cet océan de crabes et des gens qui ont foutu l'image même du président par terre, et par conséquent l'image du Cameroun, eh ben, si finalement ils ont craqué, ils m'ont fait partir de cette façon, eh ben, je ne peux qu'observer et prendre le peuple camerounais, l'opinion nationale et internationale à témoin. Professeur, ce soir, on va laisser un moment les arènes et les joutes politiques ça me fera du bien. Interroger le politologue et l'analyste précisément ce soir. Nous parlons d'unité nationale. Nous sommes à 2 jours de la célébration solennelle de cette unité. Nous allons revisiter le construit de cette unité, revenir sur les faits marquants et sur les quelques manquements qui aujourd'hui sont visibles dans l'espace camerounais. Je précise et je ne vous fais pas de révélation, vous savez qu'il y a quelques troubles dans certaines régions du Cameroun, tout à fait, liés à cette unité-là qui a du mal aujourd'hui à s'exprimer. Alors, professeur, d'où vient la symbolique ou alors le symbole de l'unité nationale que nous célébrons aujourd'hui, le 20 mai? Non, c'est important à expliquer, au moins en tant que politologue et homme politique, parce que j'ai vécu des expériences quand vous êtes quand même dans une république où vous avez rencontré et discuté au moins avec 70% des personnes qui ont occupé les très grandes fonctions au sein de l'État. Je peux vous parler ici des échanges que j'ai eu avec Francis Gwen qui est malheureusement décédé. Je vois encore une personnalité comme Yann Philemon que j'ai connu, Assal Charles que j'ai bien connu étant jeune avec Charles Atebayene, ou encore des témoignages venant de Salomon Tandemouna ou des personnalités comme Achidi Achou. Je peux revenir encore du côté du Grand Sud avec des personnes comme Onanawana
et bien d'autres personnalités que je ne peux pas tous ici les citer. Oui, mais je voudrais quand même vous dire que l'unité du Cameroun est passionnante. Malheureusement, ce que nous allons faire ce soir est un devoir d'information et de prise de conscience que ceux qui avaient la lourde tâche de le faire, malheureusement, se sont beaucoup plus occupés à la construction des châteaux, à la destruction de l'héritage du président Ahidjo. Et aujourd'hui, ce que le président Paul Biya a laissé. Et je pense qu'il est donc important de rappeler 4 étapes. Allez-y. Pour comprendre les enjeux de construction de l'unité nationale 50 ans après. Alors pour ceux qui nous écoutent, 50 ans après, c'est que nous allons voir comment est-ce que cette unité s'est opérée 50 ans après, à partir de la révolution pacifique du 20 mai. Alors pour comprendre l'unité, M. Mbarga, il faut à la fois cumuler la taupe d'homme politique et la taupe de scientifique, et le bon scientifique, avec une expérience interne et une expérience extérieure. Oui. Parce que j'ai cité les acteurs au pouvoir, et ça, à eux tout seuls, il ne suffit pas de dire qu'on a rencontré Senghakwa et tous ceux qui ont été au pouvoir pour rendre finalement compte du processus de construction de l'unité. Il faut avoir aussi eu une expérience parce que, je me rappelle, jeune étudiant à Paris, je fréquentais déjà des personnalités comme Abel Eyinga. Alors si vous lisez M. Mbarga, mandat d'arrêt pour cause d'élection, c'est passionnant. Je fréquentais déjà des personnes comme Mongo Betty, oui, que j'allais rendre visite à Rouen. Je fréquentais de temps en temps d'autres personnalités politiques de l'opposition en exil, hein, parce que c'est que il faudrait rappeler, vous avez quand même un groupe social au Cameroun qui n'a jamais compris que le président Paul Biya, quand il arrive aux affaires, je reviendrai sur l'historicité, mais il trouve un Cameroun perturbé, troublé, parce que dans une dimension statocentrée, c'est-à-dire autoritariste, le Cameroun n'était pas en paix, parce qu'il y avait des exilés à l'extérieur. Oui. J'ai par exemple connu sur ce terrain, en guise de préambule, à écouter des personnalités comme Anissé Kané, qui était un exilé. Oui. Les Suzanne Kalaloube que j'ai connu en exil. Ou encore des personnalités comme Elinga Bunga. Parce qu'à une époque, même à l'extérieur, M. Mbarga, c'est pas vraiment comme on le voit aujourd'hui sous le régime du renouveau où ce sont les opposants qui pourchassent les hommes du régime. À une époque, c'est-à-dire entre 1960 et 1980, quand le président Paul Biya arrive au pouvoir en 1982, les opposants sont pourchassés. Il y a la mort de Félix Moumié, qui est empoisonné par un certain Béthiène. Oui. Et figurez-vous que j'ai eu à rencontrer Moumié. Madame Kalaloube est témoin, Alice Kane est témoin parce que Abel Eyinga organisait à la rue de Charonne ce qu'il appelait à l'époque les grandes conférences. Et il fallait y aller. Et puis on avait un ambassadeur, Simon Pierre Nko Etungu, Simon Nko Etungu, qui était aussi très ouvert, qui nous incitait à y aller. Donc c'est dire que pour comprendre ce que nous allons ici présenter, c'est-à-dire l'évaluation de la construction de l'unité, 50 ans après, il faut avoir rencontré à la fois les acteurs de pouvoir que j'ai cités, oui, et tous ces opposants qui étaient en exil. Alors, allons-y, prenons le curseur. Essayons de le marquer à 1960, l'indépendance du Cameroun. Commençons par là, professeur. Bien, en 1960, nous allons intégrer une espèce d'historicité. Pourquoi? 4 étapes avant 60. Mais nous sommes en 60. Oui. Mais il faut, sous le prisme d'une historicité politique lourde, qui ne dépendait pas des Camerounais, il faut parler des 4 premières étapes qui sont à l'origine de la construction de l'unité, qui prend, et vous avez raison, véritablement encore en 1960, avec l'avènement de l'indépendance, le 1er janvier. Alors, première étape, il y a une période très forte pour les collègues des lycées, collèges, universités et d'autres Camerounais qui nous écoutent, c'est que la première date, si vous voyez monsieur Mbarga, je ne vous fais pas une colle, mais je vais répondre parce que c'est vous qui posez les questions. Allez-y. Si je vous dis par exemple, le mot Cameroun naît quand? Je réponds moi-même.
90% des jeunes ne savent pas que la naissance du mot Cameroun, avec K, prend corps le 12 juillet 1884, après la signature de ce qu'on a appelé les accords germano-douala. Oui. Bien, première étape. Deuxième étape, les Occidentaux, dont les Européens, de novembre 1884 à février 1885, mais ils décident de se partager l'Europe. Et il faut quand même rappeler quelque chose aux Africains qui nous écoutent. Cette expérience fut déjà faite dans les Amériques. Ça veut dire, vous allez voir qu'aujourd'hui dans les Amériques, il y a 4 sous-régions. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et l'Amérique et la Caraïbe. Or, vous allez voir que les Européens s'étaient déjà partagé les territoires dans la Caraïbe. Il y a ce qu'on appelle les Grandes Antilles, c'est-à-dire notamment Haïti, et puis la Jamaïque, et les Petites Antilles, Cuba, vous avez à côté Saint-Martin, Saint-Domingue, etc. Et je vais vous rappeler techniquement quelque chose. L'expérience vécue dans les Amériques ne fut qu'un transfert. Parce qu'aujourd'hui, avant 1884, vous allez voir que dès le 18e siècle, 16e, 18e siècle, les Occidentaux pratiquent ce qu'on appelle la traite négrière. C'est-à-dire, ils viennent en Afrique chercher les Noirs. Et chacun occupait un petit territoire des Amériques. Prenez par exemple la sous-région de la Caraïbe. Vous allez voir que les Français y sont représentés, Martinique, Guadeloupe. Vous allez voir que les Anglais y sont à Saint-Martin et à Porto Rico. Les Américains y sont, les Hollandais y sont, y compris sur le territoire des Amériques. En Amérique du Sud, je voudrais vous rappeler quelque chose. Pour comprendre notre historicité, la France est aujourd'hui le seul État au monde qui n'a pas lâché sa colonie de Guyane. Parce qu'en réalité, la Guyane a été comme le Cameroun, 17e, 16e, 17e siècle, où, pour comprendre notre problème, oui, pour revenir aussi... c'est important. Oui. Je vous ai, M. Marga, c'est passionnant. Permettez-moi de planter ce décor. Parce que pour comprendre ce qui s'est passé au Cameroun, il faut dire à nos compatriotes qu'il y avait déjà cette expérience dans les Amériques. Je termine avec une dernière illustration. La Guyane est occupée au nord par les Hollandais, et à l'époque on appelle ça la Guyane hollandaise, au sud par la France. Aujourd'hui encore la Guyane française n'a pas de dépendance, et au nord-est, c'est important de vous dire, par les Anglais. Tous ont obtenu leurs indépendances sur le territoire des Amériques. Ça veut dire que ceux qui nous écoutent, prenez la carte des Amériques, vous allez voir que tous les États sont indépendants, sauf la Guyane française. Il y a donc eu la Guyane anglaise qui est devenue le Suriname, il y a le Guyana qui est resté Guyana, et la Guyane française qui reste colonisée. Ramenez donc au Cameroun. Vous voyez, c'est passionnant, M. Marga. Oui. Ramenez au Cameroun, c'est la même expérience, c'est-à-dire le partage de l'Afrique sur ce deuxième point, qui va donc faire du Cameroun un protectorat allemand. Parce que quand ils arrivent, eh bien, les Allemands disent, nous avons déjà des accords. Alors, il faut sauver et protéger nos amis. C'est pourquoi ceux qui nous écoutent, pour comprendre le processus de construction de l'unité 50 ans après, doivent comprendre que le Cameroun n'a jamais été une colonie, mais un protectorat. Deuxième étape donc, troisième, je dis que troisième étape, avant d'arriver à 60. Oui. Mais il y a cette division du Cameroun. En 1916, après la SDN, la Société des Nations, au congrès de Versailles. Versailles, donc, fera du Cameroun, parce que l'Allemagne perd la guerre, le Cameroun étant une possession allemande, eh bien, le Cameroun sera partagé entre les Anglais et les Français. Quatrième étape, c'est important. Après la division donc, du Cameroun, du fait de la colonisation, parce qu'il faut le dire, mais M. Barga, disons à nos téléspectateurs que le Cameroun et la conscience camerounaise née en 1948, avec des nationalistes, notamment l'UPC, qui dit, ben, écoutez, après tout, on nous a divisés, nous ne sommes pas tout simplement des peuples sauvages et abandonnés, comme on le dit, nous voulons reconstituer notre identité. Et l'UPC, l'Union des populations du Cameroun,
je condamne, sera donc le premier parti politique où nous étions tous impliqués. Hein. C'est pas aujourd'hui les petits clans des hommes et des femmes qui se réclament de l'UPC, alors que les projets de l'UPC étaient déjà réalisés. L'UPC donc avait trois projets. Trois intentions fermes. Un, c'était la réunification du Cameroun, parce qu'il contestait l'ordre colonial. Écoutez bien, l'UPC conteste l'ordre colonial qui fait d'un côté les Cameroun anglophones et de l'autre côté les Cameroun francophones. Et de deux, l'UPC veut l'indépendance du Cameroun. Nous l'obtenons en 1960. Mais à quel prix? Nous le verrons tout à l'heure. Et puis, troisième étape, l'UPC se bat également pour la qualité de vie des Camerounais. Vous voyez que quand vous avez compris ces quatre étapes qui ont entraîné des luttes, et là vous allez davantage me comprendre au point où, malheureusement, nous pouvons regretter la mort de Ruben Unyobert, mais en 52 se produit un tonnerre au Cameroun. André Marimbida va battre aux élections législatives au sein de l'Assemblée territoriale du Cameroun, Odjoula, qui lui-même était le symbole du jeu colonial au Cameroun. Et vous allez comprendre sur ces quatrième étapes, avec l'avènement de l'UPC et de ses revendications, qu'en 1900, je crois, avril 1957, Mbida est fait Premier ministre. Et vous allez vous rendre compte que le 7 février, je dis bien le 7 février 1958, parce que M. Mbida n'est plus en accord avec Odjoula, il formait ce qu'on appelle le bloc démocrate. Le président Amadou Ahidjo, qui est alors vice-premier ministre de Mbida, chargé de l'intérieur, pour des raisons d'humeur entre Mbida et les colons, M. Amadou Ahidjo va donc démissionner et faire démissionner tous les ministres du Nord. Nous sommes exactement là en 58 et en février, parce qu'effectivement, au sein de l'Assemblée législative, vous savez, ils ont un peu repris les modalités et les modules de la Constitution française. Peut-être je vais le rappeler rapidement. À l'époque, et c'est même la même Constitution qui est en vigueur aujourd'hui au sein de la 5e République, hein, celle mise en place par le général de Gaulle le 4 octobre, l'article 20 stipule: le Premier ministre conduit et détermine la politique de la nation. Article 20 de l'actuelle Constitution française, il est responsable devant l'Assemblée. Ramené donc au Cameroun. Lorsque Mbida est renversé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, il est victime d'une motion de censure. Oui. Vous savez, en sciences politiques, en droit constitutionnel, lorsque vous sollicitez, parce que vous avez une majorité, ou vous occupez la fonction de Premier ministre en France, et vous sollicitez ce qu'on appelle la confiance de l'Assemblée, si l'Assemblée vous refuse, vous tombez. On appelle ça une motion de censure. Donc Mbida est victime de cette motion de censure et le président Ahidjo devient président de la République. Et en 1960, il met donc la première constitution en place, donc du Cameroun. Et nous entamons donc le processus de reconstruction de notre unité. Oui. Voilà donc une étape qui était nécessaire. Oui, pardonnez-moi si j'ai été long, mais il était important, vous voyez, en 10-15 minutes là, de planter le décor, parce qu'après tout, vos émissions sont des émissions d'archives. Ça nous fait un peu oublier les petits désordres des grands méchants loups qui ne veulent pas nous voir évoluer. Alors, nous restons en 1960 avec ce qui est connu comme la date référentielle en termes d'indépendance au Cameroun. Vous l'avez précisé, le président Ahidjo qui arrive au pouvoir trouve un Cameroun divisé. Pas dans le sens de la guerre, mais dans le sens où il y a deux régions, un Cameroun oriental ou un Cameroun, qu'on peut dire occidental. Et 1971, c'est le référendum qui est sollicité, et on interroge ces populations-là de ce Cameroun dit oriental. Aujourd'hui, qui peut être représenté par le Mouzo, nord-ouest, sud-ouest, s'il voudrait rejoindre le Grand Cameroun, ou bien pour certains se raccoler au Nigeria, le voisin, le grand voisin d'à côté, et beaucoup souhaitent justement se rapprocher du Cameroun central. Et justement, on engage ce qu'on a appelé la fédération, l'État fédéral camerounais, 1961-1972.
D'abord, vous savez, je voudrais chaque fois simplifier la complexité, c'est-à-dire ce qui est difficile à comprendre. Disons à tous les Camerounais qui nous écoutent ce soir qu'à ce jour, notre pays a connu 4 constitutions. La première en 1960, la deuxième, la constitution de 1961, qui était une constitution fédérale. Oui. Et la troisième, la constitution, ça aussi il faut le dire, du 2 juin 1972, qui était déjà une constitution, ça veut dire qui consacrait plus ou moins l'État unitaire, parce qu'il faut bien le dire. Et je voudrais même vous dire quelque chose. La constitution la plus longue, c'est celle de 1961, hein, celle de l'État fédéral. Parce que si vous faites un peu le ratio entre 1961 et 1972, ça fait pratiquement 11 ans, si je ne me trompe pas. Vous avez raison. Bon, vous voyez que c'est la constitution fédérale qui a été la plus longue et c'est elle qui a construit le Cameroun. Vous savez, je suis un politologue assez explicite. Ça dit, j'amène les gens à réfléchir. Alors nous pouvons nous poser la question, comment sommes-nous arrivés à des tendances comme celle-ci où aujourd'hui il y a les velléités sécessionnistes? Je vous dis ici avec autorité que le Cameroun s'est doté de 4 constitutions. Et n'oubliez pas que la constitution c'est le statut de l'État. Oui. Celle de 60, la constitution fédérale. De 61 à 72, 11 ans, c'est elle qui a construit le Cameroun. Et puis de l'autre côté, vous avez donc eu la constitution du 2 juin 1972, oui. 72, et puis enfin, vous avez eu la constitution du 18 janvier 1996. C'est important. Alors, permettez-moi d'apporter une précision. Allez-y. Si nous étions au moment où nous célébrons dans 2 jours cette fête de l'unité, on serait aujourd'hui du point de vue de la science politique impertinente, hein, par ces gens qui flottent et qui parfois se construisent leurs intentions pour dire parfois ce qui n'est pas vrai. Le Cameroun ici est à sa 4e république. Si voilà, nous allons voir les traditions héritées du modèle occidental. Parce que vous savez que lorsqu'on vous parle d'une république, la république ce sont les constitutions. Parce que la constitution c'est le statut de l'État. Oui. Je voudrais ici dire, surtout à tous les étudiants qui nous suivent, de Soie, de Douala, de Yaoundé, de sciences politiques, de sciences juridiques, et même ceux qui ne sont pas dans les sciences sociales ou les sciences politiques, il faut comprendre que la Constitution, c'est elle qui consacre le statut à l'État. En France, par exemple, lorsqu'on parle de la Constitution du 4 octobre 1958, c'est parce que elle consacre l'avènement de la 5e République. Donc, en réalité, nous sommes à la 4e République du point de vue de la science politique ou du droit constitutionnel. Bon, maintenant, il y a un autre élément à apporter, et c'est très important. En Afrique, et je termine là, sur cette précision, les constitutions et les États se consacrent à travers l'avènement des chefs d'État, des hommes nouveaux à la tête de l'État. Oui. Vous voyez qu'au Cameroun, par exemple, depuis 60, on vous parle de la 2e République. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après le président Paul Biya, mon maître politique, c'est toujours mon maître politique. Certains acteurs se projettent en parlant de 3e République. De 3e République. Parce que la 3e République, bravo monsieur Barga, la 3e République s'accorde avec l'avènement d'un nouveau chef d'État. Bon, là aussi, c'est une pratique endogène, hein, socio-anthropologique africaine, où on compte les républiques en fonction des chefs d'État. Alors, professeur, on va avancer rapidement. Je vous en Là, prie. maintenant, on va commencer à interroger. À 60. Nous sommes sortis de 60. Essayons de prendre, de poser notre curseur sur 72 et revenir à 2022. Professeur, on va faire... Monsieur Barga, Oui. Permettez-moi, et je vous en prie, hein, je ne vous impose rien, je vais vous suivre. Mais en même temps, il y a un arrimage des gens qui nous écoutent. Oui, Nous avons dit, écoutez, je vous en prie, c'est un peu ça aussi, le passionné de la simplification de la complexité. Pourquoi j'ai dit 60? Permettez-moi, donnez-moi une seconde. La deuxième fois où je vous dis permettez-moi, s'il vous plaît, monsieur Barga. On ne peut pas occulter 60, pourquoi? Parce que 60
consacre la recherche de la consolidation de l'État camerounais par Amadou Ahidjo. Il y a 2 étapes. Si vous allez à 72, ce sera du bricole. Comment on peut aller à 72 si nous n'arrivons pas à expliquer, puisque le 20 mai, c'est dans 2 jours, oui. et le thème de votre émission, qui est d'ailleurs brillant, je vous félicite encore, permettez-moi de le faire, vous avez dit, nous sommes en train d'évaluer non, la construction de l'unité, c'est 50 ans après. C'est ce qu'on m'avait dit. Bien sûr. Bon, comment on peut comprendre la construction de l'unité 50 ans après si on se 60? Ça va prendre 2 minutes. 60, le président Ahidjo est installé. Il est déjà président de la République. Et il met en jeu encore 4 étapes pour mettre en place l'unité de la nation. Première étape, l'indépendance. Il obtient le 1er janvier 1960. Deuxième étape, la conférence de Fouman en 61, où on a vu venir des personnalités comme John Goufoncha du KNDP, Salomon Tandem-Mouna, oui. Ekbetabi, et des grands dignitaires qui venaient et qui se rapprochaient de leurs frères francophones. Fouman est très important. Je ne peux pas vous parler de 72. Vous savez, ceux qui m'écoutent, les pères en sciences politiques, vont me connaître. Allez-y, professeur. Alors, à partir de là, la conférence de Fouman a été le lieu de réflexion et de rapprochement des frères camerounais anglophones et francophones qui, il faut le dire, avaient été divisés par les colons. Et puis il y a une entente. Alors que le Cameroun francophone a déjà son indépendance le 1er janvier 60, mais le Cameroun anglophone, à travers cette conduite, va bénéficier d'un soutien des 2 Camerouns et va obtenir ce qu'on a appelé son indépendance le 1er octobre 61. Puis il y aura ce qu'on a appelé la réunification. Nous sommes à la première étape du projet d'Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a 4 problèmes, 4 soucis. 1, l'indépendance. Il s'inspire aussi un peu du programme des nationalistes, ça c'est connu. Mais 2, il dit la réunification 61. Il obtient, c'est ce que j'ai appelé la recherche de la consolidation. Et puis il y a un autre événement fort. En 61, toujours sur ce deuxième point, nous perdons une partie du Cameroun. Je n'en parlerai pas parce qu'on n'a plus jamais retrouvé cette partie. Mais ce qui est intéressant, c'est la 3e étape, oui, de la recherche de la consolidation mise en place par le président Ahidjo. Voyez-vous, M. Mbaria, cette étape va être à l'origine de la création de l'UNC. Parce que ce que beaucoup de Camerounais, quelles que soient vos sensibilités politiques, n'ont pas compris, le président Ahidjo n'était pas le fondateur ou membre engagé de l'UNC. Il appartenait à un petit parti en 58 qu'on appelait l'UC, l'Union camerounaise, qui était tenue par Moussa Yaya Sarki Fada, le grand compagnon d'Ahidjo, même s'il y a eu des bruits entre eux au début et à la fin de l'existence de Moussa Yaya. Et ce qui est important pour le président Ahidjo, j'ai encore en tête son discours en 66, en septembre 66, lorsqu'il décide de créer l'UNC. Il dit, nous allons mettre de côté nos passions ethniques et en avant nos ambitions pour reconstruire un Cameroun, écoutez bien, discours d'Ahidjo en 1966, qui va opérer une rupture avec le legs colonial. Donc vous voyez que l'UNC est une espèce de consensus, contrairement aux pays africains, où on avait, je voudrais vous le rappeler encore à l'époque, d'un côté les partis États, l'UNC, après la conférence de Fouman, parce qu'en réalité c'est une conséquence de la conférence de Fouman, avait des acteurs de la conférence de Fouman. Alors, francophones et anglophones qui entrent dans l'UNC. Foncha entre dans l'UNC, où d'abord il est il est premier ministre du Cameroun occidental, puis il devient vice-président. Alors, professeur, on entre également à l'UNC. On fasse un stop à ce niveau précis. Très bien. Les acteurs que vous avez cités, vous avez parlé de Foncha, vous parlez de Tandem-Mouna, vous parlez du président Ahidjo, oui, avec cette unité. On peut aussi parler de Charles Okara,
Il n'y a pas de souci. Avec cette ambition affichée d'unifier le Cameroun du président. Non, de réunifier. Oui. Parce qu'il y a une différence fondamentale. Vous savez, permettez-moi de faire toujours des anecdotes. Hein. C'est ça qu'il faut aussi me s'engager à me dire. Vous savez, lorsque j'étais membre du jury des concours à l'ENAM, je m'amusais souvent à poser des questions à beaucoup de jeunes magistrats. À l'époque, la maman, certains sont des magistrats, d'autres aujourd'hui des administrateurs civils ou inspecteurs de régie financière. Alors je me souviens à l'oral, j'ai dit à l'époque à monsieur Alaba que c'est pas croyable. 80% des étudiants de l'ENAM, à l'oral, quand moi je demandais, je posais la question subsidiaire, madame, monsieur, quelle différence faites-vous entre la réunification et l'unification? La réunification, c'est 61. L'unification, c'est 72. Alors, justement, il faut préciser cela. La précision. Aujourd'hui, avec ce construit où toutes les entités de la nation en construction Cameroun autour de l'UNC, justement, du président Ahidjo. Oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2022, professeur. Est-ce que vous ne pensez pas que soit le président Ahidjo s'était trompé à l'époque, ou alors il s'était tout simplement précipité lorsqu'on voit les résultats qui sont les nôtres aujourd'hui? Non, je pense objectivement d'abord en tant qu'homme politique que le président Ahidjo était de bonne foi et au regard... Il était sincère et au regard de son héritage et l'élévation d'une certaine prise de conscience de la nation camerounaise, oui. Il faut dire que personne aujourd'hui au Cameroun, même ses pires adversaires d'hier, ne peuvent pas dire que le président Ahidjo, en réalité, n'était pas un nationaliste. Vous savez, il y a une erreur que certains collègues politologues véhiculent dans les amphis. Et bon, qui sont aussi des sentiments. On peut être nationaliste. Est-ce que tu trompé, professeur? Peut-être il a mis trop vite la charrue on peut se tromper. Son projet d'unification. Je suis d'accord avec vous. Mais il est important de rappeler que je ne suis pas d'accord avec beaucoup d'hommes politiques et quelques collègues politologues qui veulent toujours mettre en avant les nationalistes et ceux qui n'aimaient pas leur pays. Pourquoi? Parce que quand vous faites un peu de science politique, hein, avec un peu d'exigence et de pertinence dans l'analyse de la science politique, moi j'ai vu avec le temps, et je voudrais partager ça avec vos téléspectateurs, deux types de Camerounais. Les réalistes, c'est-à-dire ceux qui avaient pris conscience, notamment les Amadou Ahidjo et autres, les Paul Biya, ceux qui avaient pris conscience que les colons étaient encore là et la puissance détonatrice de la stratégie du colon pouvait remettre en cause leurs ambitions de gouverner le pays. Et puis de l'autre côté, je l'ai toujours dit à mes étudiants, il faut que ces jeunes qui font de la science politique et même quelques collègues règlent un peu leur approche. Les autres, je les ai appelés les idéalistes. Les Omiobe, qui effectivement avaient vu que le Cameroun se noyait sous la domination coloniale. Et du coup, on a eu d'un côté les réalistes, les Ahidjo, les idéalistes, les Omiobe, qui malheureusement ont été éliminés par les colons. Oui. Alors il est important de dire que pour moi, dans les deux camps, il y avait une seule et unique entité. Et Ahidjo l'a prouvé à la fin de son mandat, lorsqu'il est parti. Il y avait tout simplement ce que moi j'appelle les nationalistes. Oui. Les nationalistes réalistes et les nationalistes idéalistes. Ramenez donc à votre question, qui est très pertinente. Nous sommes donc à la troisième étape avec l'UNC qui regroupe un peu toutes ses forces. Oui. Vous allez voir que du côté anglophone, ils sont représentés à l'UNC. Et du côté même des opposants du président Ahidjo, vous avez des personnes effectivement comme Okara qui reviennent, Bébé Idi qui reviennent, même si en 1964, bien avant, ils ont été mis en prison parce qu'ils ne voulaient pas du parti unique. Parce qu'avant la création de l'UNC. Mais vous avez quand même Léonard Nawana et bien d'autres personnes du groupe démocrate qui venaient rejoindre Ahidjo. Et quand vous lisez dans cette constitution, vous allez voir que déjà à l'époque, au sein de la constitution fédérale, on parlait de partis unifiés. Oui. Unifiés. Ce n'était écrit nulle part parti État ou parti unique. Donc c'était l'union des partis. D'où votre quatrième point, parce que je vous ai dit la recherche de la consolidation de l'État sous Amadou Ahidjo, qu'on peut incontestablement, personne ne peut nier aujourd'hui au président Ahidjo qu'il a été le bâtisseur
de l'État camerounais. Et personne ne peut nier au président Paul Biya qu'aujourd'hui, il le bâtissait de l'État camerounais moderne. Oui. Ça, on reviendra là-dessus. Le 72 consacre donc, parce qu'il y a eu un pacte. Moi, j'ai encore des documents que j'ai ramenés de la Bibliothèque de Londres, de Beaubourg à Paris, où, en fait, l'un des contenus de la conférence de Fumban, et qui est très important à rappeler, il était question de savoir faire ce que le président Ahidjo et ce que Foncha et Assalé ont eu à me dire. J'ai publié un livre, Paul Biya, l'État et le RDPC, où je cite Assalé, je cite Foncha. Alors, ils disent qu'il fallait opérer à une évaluation d'étape. Ça veut dire quoi? Précis. Oui. L'évaluation, elle s'est faite à quel moment? D'abord, 72. Après la réunification, oui. Évaluation d'étape. Après l'UNC, création de l'UNC, évaluation d'étape. Révolution pacifique du 20 mai, évaluation d'étape. Alors, c'est cette évaluation d'étape qui crée beaucoup de confusion. Je vais vous dire, 50 ans après. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, la recherche de la consolidation est faite sur le président Amadou Ahidjo. N'oubliez pas que, lorsqu'on parle de recherche de la consolidation est institutionnelle. Ce sont les institutions. Et la recherche de la consolidation, c'est aussi les hommes qui vont animer ces institutions. Oui. Et sur ce point, incontestablement, le président Ahidjo a su avoir des hommes au pas. Pas comme aujourd'hui où on voit des voleurs partout. On voit des gens. Permettez-moi, on ne parle pas de gouvernance. Non. Là, c'est vous voulez me duper. Non. Allez, écoutez-moi bien. Faites attention, hein, quand vous m'invitez sur un plateau. Je suis un esprit scientifique et politique. Écoutez-moi bien. La gouvernance peut remettre en cause l'unité. Quand vous voyez aujourd'hui des gens qui violent des règles au sein de notre administration et parfois haute administration, ça peut poser un problème d'unité nationale. Lorsque vous voyez que certains ont accès au travail et d'autres pas, c'est la gouvernance, ça peut poser un problème d'unité. Lorsque vous n'avez pas de l'eau, vous allez sortir d'ici, je ne suis pas sûr que vous aurez l'eau potable chez vous, c'est la gouvernance, ça peut poser un problème d'unité. Et lorsque vous avez, par exemple, certains seront peut-être dans le noir d'ici quelques instants, c'est un problème d'unité. Lorsque vous volez l'argent de la canne, ça peut poser un problème d'unité nationale. Lorsque vous détournez les fonds Covid, c'est de la gouvernance. Donc je voudrais vous dire que, pour ceux qui m'écoutent, il y a la construction de l'unité institutionnelle que le président Ahidjo achève. Ça, il faut le dire. Selon vous, il a réussi. Mais je pense que le président Ahidjo, sur cette 4e étape de la recherche de la consolidation de l'unité, du Cameroun, je voudrais quand même vous le dire, hein, entre vous et moi, personne aujourd'hui ne peut nier que lorsque le président Ahidjo quitte le pouvoir, il y a des institutions qui fonctionnent. Et jusque-là, animés par les hommes à la hauteur. Animés par les hommes à la hauteur. Les ministres sous le président Ahidjo n'étaient pas riches. Allez voir les châteaux et ce que construisent aujourd'hui les grands domaines que construisent certains collaborateurs du président Paul Biya aujourd'hui. C'était mon combat dans le RDPC. Donc il faut reconnaître que quand on revoit quand même ce qui s'est passé, moi j'ai vu à l'époque avec mes beaux, Madame Tchanga Delphine, première femme ministre, marchait à pied. Allez voir les maisons que des personnalités comme les Aïssim ont laissées. Vous avez encore, lorsque j'ai vu des gens comme les Enoch Wayep, les Paul Donsop, les Paul Fokam Kamga, et quelques-uns, je peux vous en citer plus, les ministres d'Ahidjo n'étaient pas riches. N'étaient pas riches. Alors, et je reviens non sur 72. Oui. Pour terminer. 72 a été appelé, c'est pourquoi on parle de 50 ans après aujourd'hui, ça a été la révolution pacifique du 20 mai. Ahidjo estime une chose que je dois expliquer à vos téléspectateurs. Allez-y. Nous avons hérité d'un modèle colonial qui nous impose l'indépendance en 60. Et le président Ahidjo va réfléchir et va souhaiter que le modèle fédéral demeure. Parce qu'il faut aussi qu'on le dise. Et il va donc insister sur la République unie. République unie, c'est le fédéralisme.
Mais un fédéralisme transcendantal, c'est-à-dire qui ne devait pas amener les Camerounais anglophones ou les Camerounais francophones à rompre ou avec l'État central à l'effet de solliciter leur indépendance. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Le 20 mai donc, après le vote, et puis il y a beaucoup de gens qui ont encore menti. Ils ont dit oui, le vote sous Amadou Ahidjo, d'un côté, on avait mis des bulletins en on connaît l'histoire. C'est faux. Il y avait oui et non. Moi, j'ai des archives. J'étais à la bibliothèque. La question peut-être se posait au niveau de sémantique. Ce qu'on a dit aux populations, est-ce qu'on a réellement dit ce que signifiait yes ou bien ce que signifiait oui? Je vais vous offrir un exemplaire de ma thèse de sciences politiques qui est sur la question de légitimité de l'État au regard des relations entre la France et le Cameroun. Les politologues, les sociologues, les anthropologues qui ont dit qu'on leur a opposé entre oui et yes sont ridicules, ce sont des menteurs. Moi, j'ai des archives. J'étais à la bibliothèque de Londres. J'étais dans les bibliothèques comme Boubou. J'étais à Sainte-Geneviève. Les archives de ces bulletins de vote existent. C'était entre oui et non. Yes et non. Les Camerounais ont choisi le oui. Vous voyez, les gens ont toujours des choses à dire. Alors, on les appelle des révisionnistes. Alors, la Constitution consacre donc l'unité et le rapprochement du Cameroun anglophone et du Cameroun francophone. Alors, professeur, aujourd'hui, que tous ces constats en termes d'adhésion sur le président Amadou Ahidjo sont faits, nous sommes en 2022, l'unité du Cameroun qui se célèbre 20 ans après, 50 ans après. Oui, 50 ans après, est plus que questionnable. Sommes-nous véritablement encore dans un pays uni alors que ces velléités sécessionnistes ne font que s'accroître? Alors que, professeur, permettez, et c'est important, que justement des divisions fusent de toutes parts, alors que le repli identitaire devient un mode de gouvernance ou de management. Il ne se passe plus de jours, professeur, vous et moi, nous suivrons l'actualité, sans que telle région nous blandisse 10 millions de nordistes, sans que telle entité, le LACAM, ne sollicite plus de prépondérance dans les postes de nomination, sans que telle région ne se manifeste. Oui. Est-ce que le construit, la volonté, l'ambition portée par le président Amadou Ahidjo et transférée, poursuivie par son successeur constitutionnel Paul Biya, sont encore une réalité à l'observation de la réalité qui est la nôtre aujourd'hui, 50 ans plus tard? Vous voulez que je vous dise la vérité? Allez-y, vous êtes là pour ça, professeur. L'héritage en partie du président Amadou Ahidjo a été édulcoré. C'est-à-dire que lorsque le président Paul Biya arrive aux affaires, le 6 novembre 1982, il a été quand même le collaborateur du président Ahidjo. N'oubliez pas qu'en 62, quand il arrive, il est un acteur de la conférence de Fumban. Et le président Paul Biya a été successivement chargé des missions à la présidence, directeur de cabinet. Et je voudrais vous dire, M. Mbarga, qui n'a connu que deux patrons dans sa vie. M. William Etekin-Boumois, qui était ministre de l'Éducation nationale, et Amadou Ahidjo, président de la République. Lorsque Eteki est rappelé à l'OUA, le président Ahidjo récupère cet homme prédestiné, le président Paul Biya, qui, il faut le dire, en 67 et en 68, a été à la fois secrétaire général de la présidence de la République et directeur de cabinet. Écoutez bien, historique. Cumul historique, personne ne l'a fait jusqu'ici. Et je voudrais vous dire, vous allez voir votre question, qu'est-ce qu'on a fait de l'héritage d'Ahidjo? L'héritage d'Ahidjo a été bradé par des personnes qui ont tourné le président Paul Biya dans la boue, dans la farine. C'est grave ce que vous dites, professeur. Mais je vais le démontrer. Je vais le démontrer. Parce que n'oubliez pas que l'héritage du président Ahidjo était un héritage institutionnel. Ça veut dire que nous avions des institutions qui permettaient au Cameroun de se construire. Il y avait une politique économique basée sur et soutenue par ce qu'on a appelé les commis agro-pastoraux qui ont disparu. Les plans quinquennaux? Les plans quinquennaux qui ont disparu. Vous voyez, les malfrats
Et les manipulateurs qui nous écoutent vont dire, mais regardez, mais Sanga critique Biya, je ne critique pas le président Paul Biya. Et je vais vous démontrer que le président Paul Biya a été trouvé par la farine, par ces groupuscules qui veulent maintenant, avec gourmandise, arracher encore le pouvoir. Et il y avait des grandes écoles, l'IRIC, Saïdjo, l'ENAM, Saïdjo, l'école normale, Saïdjo, l'université Yaoundé, Saïdjo, et vous allez encore chercher aujourd'hui l'école des travaux, Saïdjo. Il y avait des grandes usines, Kamsuko, Sosucam, Sodokoton, et les sacheries, Alucam. Et il y avait ce qu'on appelle, parce que je vous dis, un pays, c'est pas seulement son unité institutionnelle. Ce sont les dynamiques qui apportent à ces pays et à ces citoyens le bien-être social. Oui. Et il faut comprendre que il y avait à côté, mais des grandes banques d'investissement, Fogap, Medeviv, Sodencam, et puis j'en passe, et puis la banque camerounaise de développement. Monsieur Mbarga, si je continue et j'insiste à vous dire que effectivement en 60, je vous donne des chiffres, nous sommes 5 millions de Camerounais et qu'aujourd'hui nous sommes aujourd'hui à peu près 30 millions, reconnaissant que les programmes quinquennaux étaient des dynamiques sociales de programmation qui permettaient à chaque responsable, à l'échelle de chaque administration, de rendre compte et de maîtriser ce qu'on appelle la programmation. Permettez-moi, allez-y. En termes de développement, en termes social, en termes économiques et en termes de programmation du développement des infrastructures. Attendez, 71, on avait la caméra. Elle a foutu le camp. Il y a Caméra aujourd'hui. Caméra qui va à Garoua, quand je suis dans l'avion, quand mes bourreaux m'ont envoyé à Garoua, vous êtes dans l'avion tremble. Et je vais vous dire que au-delà de, on avait la caméra. Avec un Boeing 747 où personne ne peut nous dire où ce Boeing est passé. Est-ce que vous savez qu'on avait la Camship, Cameroon Shipping Lines? Je pense que on avait l'ONCPB. Avec tout ce qu'il y a comme bien, vous savez, parfois, ça me fait rire lorsque une personnalité comme Belinga est attaquée ici et là, alors que personne ne peut nous dire où sont passés certains biens de cette société. Donc écoutez, ce que je vais vous démontrer, puisque le temps nous fait défaut, l'unité, quand on vous parle de l'unité française, l'unité italienne avec Garibaldi, l'unité allemande avec Guillaume II, il y a les institutions, mais à côté, il y a la justice sociale, qui est le troisième pilier de la politique initiée par le président Paul Biya. C'est-à-dire l'accès à l'hôpital pour tout le monde, l'accès effectivement à l'école pour tout le monde, santé pour tous, l'aménagement des univers. Citons le slogan, santé pour tous à l'an 2000. Santé pour tous à l'an 2000. Gratuité de l'école. C'est pas le débat, on va oui, mais c'est important de revenir aux régions, la vérité. Prenons les régions qui causent de plus de soucis au peuple camerounais. Moi, je voulais dire les régions qui en ont marre et qui contestent. Non, je préfère dire qui suscitent beaucoup plus de réflexion au gouvernement camerounais. Votre langage est diplomatique. Vous avez raison. Nous faisons l'effort, professeur. Bien sûr. On parle du NOZO. Le Nord-Ouest, Nord-Ouest. Fondamentalement, le politologue, je fais attention à ce que je dis, l'homme politique un peu. Votre lecture vous a amené à comprendre quoi? Qu'est-ce que ces régions, ou alors ces frères camerounais reprochent à l'État central ou à la partie francophone du pays? Monsieur Mbarga, pour répondre à cette brillante question, il y a fondamentalement un lien avec la recherche de la consolidation de l'unité 50 ans après, menée par le président Paul Biya. Je voudrais ici, pour que ce soit clair, vous savez, il y a des démagogues, des petits tueurs, vous voyez, mais je vais leur damer un pion en termes d'explication. Je viens de vous présenter les étapes de la construction de l'unité sous Amadou Ahidjo. Mais il y a eu une deuxième étape dès le 6 novembre, qui n'est pas mauvaise. Et je vais répondre à votre question sur le NOZO. Vous savez, quelques pouvoiristes
et des personnes qui ont passé tout leur temps à nager dans l'océan du détournement de fonds, de la corruption et des problèmes de deniers publics, ce que le président Paul Biya a appelé les bandits en col blanc. Mais ils ont vite fait, contrairement au président Ahidjo, c'est vrai, parce que si aujourd'hui on peut reprocher quelque chose au président Paul Biya, un de vos confrères journalistes en France m'a dit, mais vous n'avez rien à reprocher au président Paul Biya? Je lui dis oui. Si nous avons quelque chose à reprocher au président Paul Biya, c'est qu'il ne nous punit pas assez. Il a laissé trop de bandits prospérer. D'ailleurs, Dieu merci, il a dit que quelle que soit votre appartenance politique, les bandits en col blanc rendront gorge. Ramenez donc à votre préoccupation. Mais le président Paul Biya, dans la recherche de la conciliation, a réussi à projeter le Cameroun vers une dynamique institutionnelle moderne et la plus enviée en Afrique. Regardez, vous allez voir pourquoi, quelque part, lui, il a eu des problèmes d'Inozo et pas Ahidjo. À la fin. Alors, lorsque le président Paul Biya arrive, il crée 10 régions. C'est une projection qui consolide l'unité nationale. Le président Paul Biya, non seulement il est l'un des acteurs de la démocratie, mais il met en place le stade suprême de l'institutionnalisme démocratique. C'est-à-dire, c'est quoi? La mise en place des institutions comme le Sénat. Ahidjo, c'est le bâtisseur de l'État camerounais. J'ai dit et je répète que Paul Biya, c'est le bâtisseur de l'État camerounais moderne. Il met en place, alors que à son arrivée, il ne trouve que le parti unique. Les gens peuvent dire oui, il y a eu la bonne, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a des coups d'État en Afrique. Professeur, oui. Est-ce que ces institutions qui sont mises sur pied par le président Paul Biya répondent de façon vraie aux désirata qui sont ceux des populations du nord-ouest et du sud-ouest? Mais on peut faire un Sénat, on peut faire une assemblée, on peut faire un conseil constitutionnel. Mais est-ce que c'est la réponse? Est-ce que cette réponse parle aux populations du nord-ouest et du sud-ouest qui disent à certains égards avoir été trahis dans le déroulé historique et qui regrettent avec nostalgie la situation d'antan à l'époque du fédéralisme où elle ressentait un peu plus d'autonomie? Vous êtes génial. Moi, je vais vous dire pourquoi il y a eu les problèmes du Nozo sous Paul Biya. Regardez, lorsque vous observez les États les plus modernes du monde, c'est le pouvoir qui arrête de pouvoir. Et là, le président Paul Biya a réussi la politique, pour reprendre un peu ce que Mawa a fait, la politique du grand bond en avant institutionnel qui nous a donné une assise que personne. D'ailleurs, vous allez voir, si aujourd'hui ou un jour il y a transition au Cameroun, ceux qui vont toucher au contenu de l'article 6 de la Constitution du 18 janvier 1996 vont provoquer la guerre. Parce que personne n'acceptera que ces institutions soient violées. Et je voudrais vous répondre et vous expliquer pourquoi ça a implosé au Nozo. Ça a implosé au Nozo parce que effectivement, il y a eu le Sénat, il y a eu le Parlement, il y a eu les régionales, il y a plusieurs partis qui s'expriment. Ça s'appelle en sciences politiques la démocratie institutionnelle. Malheureusement, il a manqué des gens pour les animer, ces institutions. Ils ont complètement tout violé. Ils sont dans l'illégalité, dans ce qu'on appelle l'irrégularité permanente, à la recherche du pouvoir, les abus de pouvoir, les abus de décision. Donc ça veut dire que le président Paul Biya, incontestablement, a réussi le pari de la mise en place des institutions. Mais qu'est-ce qui nous a manqué 50 ans après? L'animation de ces institutions. Il lui a manqué les hommes. Les hommes qui manquent toujours. Je lustre un peu. Lorsque vous prenez un cas tout bête, lorsque vous avez une constitution qui consacre, par exemple, je vais vous expliquer, je vais illustrer. Une constitution qui consacre, par exemple, un exécutif bicéphale. Ça veut dire quoi? Au Cameroun, nous avons à l'exécutif deux têtes. La première tête, c'est le président de la République. C'est lui qui est responsable devant l'Assemblée et c'est lui qui conduit la politique du gouvernement
Article 12 qui est mis en œuvre par le Premier ministre, chef de gouvernement. Mais quand vous voyez des hommes aujourd'hui, à ce niveau, professeur, vous faites bien de le dire. Oui. Macron, on temps d'arrêt. Oui. Force est de constater quand même que depuis 1992, avec aujourd'hui le regretté Achidi Achou, Oui. c'est les ressortissants de ces régions qui sont censés impulser la dynamique en termes de projection du président. Achidi Achou, le ministre Moussonguer, le ministre Yang, aujourd'hui le ministre Ngouté. Peut-être inconsciemment, vous ne prenez pas conscience que vous voulez me détourner dans l'illustration qui tend à montrer que les hommes ont fait beaucoup d'abus sur le président Paul Biya. La violation des règles, la violation des lois. Et je voulais ici vous démontrer que l'article 12, ceux qui nous écoutent, le Premier ministre implémente la politique arrêtée par le chef de l'État. Oui. Mais quand vous voyez la présidence de la République, avec des collaborateurs qui donnent des instructions au ministre, regardez l'affaire entre le secrétaire général de la présidence et Laurent Esso. Regardez l'affaire entre le secrétaire général de la présidence et Manaou Damanachi. Regardez l'affaire le secrétaire général de la présidence et Madame Madeleine Tuenté. Regardez les affaires le secrétaire général de la présidence et lui Paul Motazé. Mais nous sommes quand même un pays où on a des gens qui réfléchissent. Les gens ont beau utiliser leur violence, leur colère, pour donner l'impression qu'ils peuvent détourner les Camerounais de leur intelligence. Mais il ne faut pas oublier que quand vous voyez par exemple un cas, une espèce de forme d'instruction où le directeur général de la Sodecoton demande, il dit oui, mais je vous dis que quand vous lisez la Constitution, ni le président Paul Biya, et là c'est dans la posture de l'analyste, ni le secrétaire général de la présidence n'est constitutionnellement autorisé à s'adresser directement à un ministre. Vous comprenez? Qui n'a pas vu ça au Cameroun? Qui n'est pas embêté par toute cette confusion qui sont initiées par des initiatives qui violent les règles? Alors, et permettez-moi, je vous en prie pour la première fois, Monsieur Mbarga, la force du régime Ahidjo, c'était le respect des lois. Au point où je suis, en tant qu'analyste, je souhaiterais que dans l'avenir, un jour, avec le président Paul Biya, mais qu'on nous mette en place une loi à l'Assemblée telle que lorsqu'un ministre ou une personne qui détient les fonctions de pouvoir et de décision prend une décision illégale, non seulement il paye lorsque les dommages vont venir, c'est facile de dire que c'est l'État qui va payer, mais qu'on poursuive pénalement cette personnalité. C'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Regardez, je ne voulais pas parler. Quelqu'un peut prendre une décision illégale et dire que vous êtes désormais journaliste à Garoua. Vous êtes désormais journaliste à Tcholiré. Mais écoutez, vous allez traîner à la justice. Mais le représentant de l'État ou celui qui a initié cette irrégularité est assise. Mais s'il y avait une loi qui dit non, à chaque échelle de la fonction, chef de service, sous-directeur, directeur, SG, DG, ministre, etc., SGPR, etc., si vous prenez une décision illégale, on vous poursuit. S'il y a des dommages et intérêts, c'est vous qui payez. Et deux, vous allez en prison parce qu'on peut vous poursuivre pénalement. Il n'y aurait pas ce temps d'abus. Je reviens donc sur ce que je voulais vous expliquer. Vous m'avez compris maintenant. Le problème donc du président Paul Biya, qui a créé la NIF, qui travaille bien, qui a créé la CONAC, qui a mis en place le CONSUPE, qui a également mis en place des structures interministérielles de lutte contre la corruption. Franchement, qu'est-ce que Paul Biya a fait aux Camerounais? Alors que certains viennent toujours dire que c'est lui. Non! La responsabilité pénale et politique est individuelle. Alors, je pense à un moment donné que, contrairement au président Amadou Ahidjo, nous sommes donc arrivés à un ras-le-bol que vous avez observé. Là, je suis sur votre question, c'est pourquoi je ne me suis pas arrêté. Où, à un moment donné, les anglophones ont dit, ça suffit. On ne mange plus de ce pain. Et si vous faites une analyse objective
de l'association sociopolitique. Vous voulez que je vous présente ceux qui sont déjà partis? Il y a deux camps. Allez-y. Ceux qui sont partis politiquement et ceux qui sont partis par la guerre. Le nord-ouest et le sud-ouest est parti et dans la contestation, eux, ils ont dit nous prenons les armes. Je condamne. Mais la réalité est que c'est du fait de la mauvaise gouvernance. Bien, vous allez plus loin. Prenez le nord. Le nord a dit, le grand nord. N'oubliez pas que le nord, c'est trois régions. C'est l'extrême nord, le nord et la Damawa. Ils ont dit, mais nous ne sommes plus avec ces gens. Et donc, quand vous faites une analyse pertinente, capable de nous permettre de renforcer notre unité, l'unité institutionnelle est là. Mais l'unité en termes de gouvernance n'est plus là. Vous allez comprendre que le Nord n'est plus là et a négocié sa présence au gouvernement. Je vous le démontre. Pour avoir aujourd'hui au gouvernement le Nord, n'oubliez pas qu'aux dernières élections, c'est le Nord qui va donner au président Paul Biya. Ah, et ça, il faut quand même que je vous le dise, 47% de voix. Le Grand Sud, cette région, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Centre et Sud, et puis littoral et Ouest, mais écoutez, n'ont donné que 24% aux dernières élections au président Paul Biya, mon maître politique. Et qu'est-ce que le Nord a fait? Le Nord a dit, bon, nous ne prenons pas les armes, mais nous négocions les postes politiques au gouvernement. Belebouba Magari est là, c'est un poste de négociation. Mais il n'est pas avec le RDPC. Il fait partie de la galaxie, la majorité. La majorité qui dit, bon, on va faire avec le président, mais pas avec cet océan de jongleurs qui ont envahi son parti politique et de bandits en col blanc. Et puis, permettez-moi de vous dire, le terme bandit en col blanc n'est pas de moi. C'est la sémantique empruntée à Paul Biya. Oui. Suivez-moi bien. Bello n'est plus là. Il est entré et il existe pour maintenir l'équilibre du Nord au gouvernement grâce à son parti, l'UNDP. Moustapha Amadou n'est plus là. Mais il dit, bon, je vais quand même rester un peu et avec mon parti, la NDP. Le président l'a compris, ça s'appelle la négociation politique. Il fait Chiroma Bakari, ce grand homme politique du Nord, a dit, bon, je ne suis plus là, mais je viens contribuer à la construction de l'édifice en termes de représentation en amenant le FNC. Et puis il y a encore Dakole Daïsaya, qui a été ministre et qui est au Sénat. Il y a Anta Kazagé qui a négocié et qui est décédé aujourd'hui. Vous allez donc comprendre que, je peux même vous citer, Garga, ce sage et cet homme politique qui a su apaiser avec son parti, mais en se rapprochant du président. Alors, permettez-moi, conclusion sur ce point. Je vous démontre quoi? Monsieur Mag, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Vous comprenez un peu? Je voudrais démontrer ici que vous allez chercher au Nozo, vous avez deux types de négociations opérées par le président Paul Biya. Ceux qui ont dit oui et sont restés par la négociation politique, et Paul Biya est en place, et nous aussi dans le littoral, et Paul Biya est en place, et ceux qui ont dit nous venons par la négociation représentative, c'est le nord-ouest et le sud-ouest. Et ils disent non, pour parler pidgin, you go lie me, vous m'avez trompé. Nous voulons reconstituer les fondements d'une identité anglophone. Monsieur Margaret, regardez pourquoi il y a la guerre du Nozo. Quand nous sommes sortis du grand dialogue, où j'étais dans l'équipe du littoral, ayant été reçu par le premier ministre John Gouté, j'ai dit une chose. Les affaires d'anglophones doivent sortir de l'hégémonie francophone qui ont tendance à dire qu'on parle aussi anglais chez les francophones. Non! Là où les gens n'ont pas compris les anglophones, du point de vue de l'anthropologie politique, un anglophone est celui qui a été colonisé par les Anglais. Un francophone, du point de vue socio-anthropologique, est un ressortissant camerounais issu d'une région colonisée par la France. Alors on a mélangé tout. Tout le monde parle anglais. La fausse commission du multiculturalisme, comme si les Bamileke, les États, les autres avaient des problèmes. Est-ce qu'on avait ce problème? Quand vous voyez les quartiers de Noubel, les quartiers de Douala, les quartiers de Koumassi et les quartiers d'ici, ils ont donc créé le problème et ont menti au président que il
fallait cette commission pour approcher les choses. Or, qu'est-ce que les Anglophones réclamaient? Une reconnaissance, une identité. En 2 mots, justement, nous recevions sur ce même plateau il y a 7 jours, jour pour jour, si je peux le dire ainsi, Célestin Bézigui, le président du PAL, qui nous déclarait que pour lui, qui est mon oncle, hein, voilà, c'est mon oncle, le grand dialogue était une vaste farce, qu'il avait quitté les échanges le jour qui suivait le lancement, estimant qu'il a assisté tout simplement à un marché de dupes où les acteurs et justement les représentés n'étaient pas ceux qui devaient être là. Alors, vous, est-ce que pour vous, le grand dialogue, tel que vous l'avez vécu en tant qu'acteur majeur, était une farce? Et pour vous, les résolutions ou alors les implémentations qui devraient en découler, est-ce qu'elles ont répondu aux questionnements, aux interrogations et surtout aux revendications portées par les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Franchement, la main sur le cœur, ce n'était pas une farce. Parce que ce fut une intention affirmée de rapprochement et de réconciliation menée par le président Paul Biya. Mais alors, à la fin d'un tel forum politique, je crois que on a raté l'occasion de mettre en place une dynamique prospective sous forme de résolution. Vous savez, quand nous enseignons le droit public aux étudiants, nous leur faisons comprendre que la résolution a l'avantage d'être obligatoire, alors que la recommandation est facultative. C'est là où je rejoins donc Bézigui. Certains ont transformé cette bonne intention du président de la République en une véritable farce. Et il faut comprendre que cette volonté présidentielle pouvait, si certains étaient honnêtes, je voudrais vous dire que le président Paul Biya a autour de lui des ministres honnêtes. Il a eu dans le temps aussi des ministres honnêtes. Pour preuve, lorsque vous faites le ratio, moi je l'ai fait. Je transmets les résultats de mes statistiques aux téléspectateurs. Il n'y a pas 10% de ministres de Paul Biya en 40 ans de pouvoir bientôt en prison. Mais malheureusement, les malfrats, les bandits, je vous dis les cupides, ont occupé les postes stratégiques. Vous savez, lorsque vous êtes dans une maison, vous pouvez vous retrouver à 10, hein? Mais si un seul grand bandit arrive avec un revolver, il met les 10 membres de la famille KO. Alors, professeur, il nous reste précisément 8 minutes. On va essayer autant que faire ce Je n'ai même pas vu de faire de parler de l'unité. Honneur à ceux-là qui, nombreux, heureusement, nous suivent et réagissent. Oui. Alors, on va relayer quelques messages. Tellement que ceux dont les messages ne seront pas relayés, ne nous envoient pas. Il y en a tellement. C'est dommage. Alors, et on va s'arrêter sur ce qui... même 15 minutes pour lire les messages. C'est qui nécessite justement intérêt. Alors, le premier, et nous prendrons comme ça au pif. S'il vous plaît, mon cher journaliste, dites à Pascal de parler de ce qui est utile. Dites que le président Paul Biya a été élu par Dieu et non par les nordistes. Je suis monsieur Abbassi, je suis nordiste. Celui-là, il n'y a pas de question là-bas. Bonsoir professeur. Dans le contexte actuel, doit-on parler de l'État unitaire ou de l'unité nationale? Y a-t-il des éléments visibles qui remettraient actuellement en cause l'unité nationale au Cameroun? Paul Bernard Noah, votre ancien étudiant à l'Éric. Je réponds rapidement. 30 secondes, professeur. Oui, Noah, et que je félicite, effectivement, la gouvernance. Je vous assure, nous en souffrons tous. Et les Camerounais en ont marre. Et je pense que l'un des problèmes phares aujourd'hui de l'unité, c'est la malgouvernance. Merci, professeur. Merci, professeur Msanga, pour cet éclairage. Ils sont ridicules. Ceux qui ne vous comprennent pas, c'est corrompus, satanistes, sectaires. Il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau. Et puis, on n'a pas l'intention d'insulter qui que ce soit. Tout à fait. Parce que chaque fois que je suis dans un média, hein, lorsque certains m'ont amené au conseil spirituel, j'ai bien dit et je leur ai passé un savon en face. Quand j'ai dit bandit en col blanc, ils disent oui, vous insultez les membres du gouvernement, vous insultez le RDPC. J'ai mis au défi
putschistes scientifiques, lors de cette commission irrégulière, citez-moi un seul ministre ou encore un quelconque camarade du parti que j'ai indexé et insulté. Je ne l'ai jamais fait. Merci, professeur. Bonsoir, bonne émission et surtout bravo au professeur Charlemagne pour la maîtrise du débat. Merci à vous d'avoir réagi. Bonsoir à vous au studio. Merci pour cette émission. Une question pour le professeur Pascal. Quelle est la partie du Cameroun qu'on a perdue jusqu'à nos jours? Merci, c'est M. Fimba de Pétouji qui écrit. Oui, mais quelle est la partie du Cameroun qu'on a perdue, professeur? Vous savez que en droit constitutionnel, il y a les territoires acquis. C'est-à-dire que l'un des éléments constitutifs de l'État est le territoire. Mais aujourd'hui, en sociologie politique et surtout en anthropologie du politique, le problème des territoires peut être considéré comme perdu lorsque vous n'êtes plus en sécurité. Oui. Je voudrais vous dire techniquement, en tant que géopoliticiens également, si vous êtes à Yaoundé tous les jours, vous êtes agressé dans les taxis, dans les motos, il y a des viols, et puis peut-être personne ne peut intervenir. Mais c'est un territoire perdu. C'est un territoire perdu. Et si vous êtes aujourd'hui dans des zones comme Abamenda, les zones du nord-ouest, les zones du sud-ouest, c'est que certains qui nous gouvernent ne veulent pas comprendre. Mais ils entretiennent les territoires perdus en y mettant massivement, Dieu merci, une armée républicaine. On va essayer d'avancer. Bravo, professeur. Vous comprendrez alors pourquoi l'on cherche à vous neutraliser, puisque ils peuvent pas. Vous enseignez ils peuvent pas le neutraliser. Blackout. Ils il doit s'affaisser sur ses racines. Oui. Or, certains, usant d'une espèce d'usufruit nombriliste, s'appesantissent sur les fruits de l'arbre Cameroun. À nous tous collectifs, ils ne distraient pas des difficultés. Merci pour cette leçon d'histoire, monsieur Ondo Mengue, enseignant depuis Ebolova. Merci à vous d'avoir réagi, cher monsieur. On va, bonsoir, s'il te plaît, monsieur le journaliste, c'est que Msanga peut dire n'est plus crédible. Il est possessif. Ram pour lui seul et veut se passer pour un patriote. Le président Paul Biya n'aime pas les gens qui font trop de bruit et rame à contre-courant. Là, permettez-moi de répondre. Oui, allez-y. Je ne suis pas là depuis 37 ans au RDPC pour voir ce que le président Paul Biya aime ou qu'il n'aime pas. Je suis là pour accompagner le président Paul Biya. Contrairement à vous, hein, Paul Biya a dit que Paul Biya veut que Paul Biya. Moi, je soutiens Paul Biya d'une autre façon. C'est-à-dire, je viens ici à côté de Paul Biya 37 ans après lui dire, monsieur le président, voilà notre contrat politique. Vous croyez que Paul Biya n'a pas un contrat avec les Camerounais? Vous croyez que Paul Biya n'a pas des obligations de résultats avec les Camerounais? Comme il vient nous dire, et je termine là. Oui. Rigueur, on applaudit. Moralisation, on applaudit. Justice sociale, on applaudit. Ouverture démocratique, on applaudit. Et à la fin, il nous dit rayonnement diplomatique, on applaudit. Et quelques prébandiers viennent neutraliser ce slogan. Vous croyez que Paul Biya n'a pas de résultats à nous donner? Contrairement à vous, le président Paul Biya m'a appelé au comité central, sachant que j'étais déjà, du moins, très critique vis-à-vis des bandits. Donc moi, je ne viens pas chanter ce que Paul Biya aime ou Paul Biya n'aime pas. Je viens chanter le programme de Paul Biya que certains ont bloqué et qu'on ne peut pas mettre en œuvre aujourd'hui. Merci, professeur. Bonsoir à tous. Professeur, comment voyez-vous l'avenir du RDPC ainsi que l'avenir de notre unité nationale? Question importante. Le RDPC, ce parti que j'aime tant, malheureusement est devenu un panier à crabes. Parce qu'aujourd'hui, le RDPC, il faut le dire, n'est pas contrôlé par les militants. Il est contrôlé par des petits fonctionnaires très riches qui instrumentalisent aujourd'hui le parti à leur profit. D'abord, pour mettre le président Paul Biya hors jeu et pour instrumentaliser les militants. Mais parce que j'adore, j'ai aimé ce parti que j'ai servi avec bon cœur. Je peux vous dire que malheureusement, certains hauts fonctionnaires occupant des postes, il faut le dire, les fonctions de pouvoir et de décision sont en train de bousiller ce parti. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à vous dire, je suis sorti de la tombe, je suis ressuscité. Contrairement à ceux qui croient, moi, mon cœur demeure au RDPC, mais je pense que on peut servir le président Paul Biya en dehors du RDPC. Merci, professor. Hello, good evening. We are with you, professor. This is Mohamedou Bello, a teacher from Gaoundéré. Thank you, Mr. Mohamedou Bello. Thank you, Mamadou. Nice to meet you. Have a good night. Voilà une réaction qui nous vient
salut à vous sur le plateau. S'il vous plaît, j'ai une question pour le professeur. Le Cameroun passe de la réunification à l'unification de 1961 à 1972. Oui. Et ma question est la suivante. Comment peut-on unir quelque chose qui est déjà uni? Cela ne peut-il pas à confusion? Merci et bonne émission à vous. Là, on a souvent ce problème dans les amphis lorsque nous parlons nous faisons un peu d'éducation à la citoyenneté. Et réunir, n'est-ce pas, c'était rapprocher les deux Camerouns, anglophones et francophones. Unir, c'est que vous pouvez réunir sans être d'accord dans le contenu, même dans les associations où vous êtes réunis, il vous faut parfois une unité de vision pour que l'association existe. Et on a pensé à un moment donné du président Amadou Ahidjo, et le président Paul Biya a continué dans cet élan, même si certains disent que oui, le président Paul Biya aurait pu aussi activer un référendum. Je continue à penser que malheureusement, le président était convaincu que l'unification était un acquis. Merci professeur. On va prendre les tout dernières réactions. Malheureusement, le temps va nous tenir à la Ça va très vite. Bonsoir, vous sur le plateau. Je suis le magistrat Tchatchou. Oui. Le niveau est bien élevé ce soir. Oui. Félicitations au professeur Msanga. Maîtrise incroyable de notre histoire et analyse politico-administrative impeccable. Bravo mon maître académique et politique. Il n'y a pas de comme vous. Nous sommes bénis et chanceux de vivre à votre époque. On peut tout vous enlever, mais vous resterez toujours l'un des savants les plus brillants de notre histoire. Longue vie, professeur. C'est le coordonnateur national des jeunes biaïstes. Il s'appelle Tchatchou. Bien. Alors, vous voyez, je remercie Jires Tchatchou, qui est maintenant un haut magistrat de la République, et qui est de Bamenda. Vous savez, le mouvement national des biaïstes, ces imposteurs qui ont tout obtenu sur le renouveau 40 ans après, ne peuvent pas comprendre que nous avons été leurs esclaves à la base. Parce que le coordonnateur national du mouvement, c'est moi. La coordinatrice nationale, c'est Madame Pouené, celle qui a Franco Hotel, de femmes. Et c'est un anglophone de Bamenda, qui est aujourd'hui, depuis bientôt 10 ans, coordonnateur du mouvement des jeunes. Merci. Et permettez-moi d'ajouter un petit bémol. 30 secondes pour vous. 30 secondes, je vous le temps vraiment. Lorsque vous voyez ce que est allé faire mon frère Don Soumet, mon cousin, donc, qu'est-ce qu'il allait faire à mon atelier? Le désordre réglementaire. Comment vous pouvez publier sur le village de ma mère, Menemangwaliton, du jour au lendemain, on voit sur instruction de XXXXX, je vais m'adresser aux populations, c'est à lui de le faire, c'est au chef de gouvernement d'annoncer les routes. Et vous savez pourquoi ils l'ont fait? Parce que toutes les plateformes du président Paul Biya, partout où Paul Biya a marché, partout où Paul Biya veut faire quelque chose, c'est là où les mêmes viennent. Merci. Ceux qui estiment que nous sommes, abusivement, ils le disent indisciplinés, mais quand vous voyez donc les problèmes de l'unité, 50 ans après, on a la chance d'avoir une armée républicaine. Le corps de défense et de sécurité républicaine. Je termine pour dire, à l'exemple du passage et de ce qu'on a appelé l'événement de mon atelier. Vous ne voyez pas que certains lorgnent de manière claire maintenant ce bon petit poste du président? C'est donc il faut condamner. Je condamne. Non, ça fait partie de l'unité. L'unité, c'est qu'à un moment donné, de manière formelle et organisée, nous avons un seul devoir, protéger le président et non embarrasser le président de la République. Merci professeur. Nous allons prendre la dernière réaction malheureusement. Bonsoir monsieur Mbaga. Toutes mes félicitations au professeur Msanga pour ses brillantes explications. Je suis doctorant en langue française et je souhaiterais le rencontrer au sujet de ma recherche. Je ne sais comment faire. Bonne soirée à vous. Le professeur vous a suivi. Alors, je vous autorise monsieur Mbaga en offre, passez mon numéro à ce téléspectateur. Oui. Parce que nous sommes dans un processus de construction où, malgré quelques traîtres qui sont dans le circuit politico-administratif, il y a encore des gens qui continuent à penser que, et je conclue là-dessus, l'unité nationale fut portée par deux grands hommes. D'une part, le président Amadou Ahidjo,
qui a construit, et je le répète, l'État camerounais moderne, qui a construit l'État camerounais moderne, et Paul Biya qui a mis en place l'État camerounais démocratique. Merci. Malheureusement, lorsque vous comparez, parce que 50 ans après, nous devons être capables de montrer et de dire ce qui ne va pas. Non, professeur, on va plus refaire. Mais je ne fais pas l'histoire. Du fait des hommes, malheureusement, les dynamiques institutionnelles, je ne parle pas des hommes, hein, faites-moi confiance. La dynamique institutionnelle portée par les chefs d'État, Amadou Ahidjo et Paul Biya, ont été bonnes, à la seule différence que le président Amadou Ahidjo a eu la main heureuse avec ses collaborateurs, et le président Paul Biya n'a pas toujours eu la main heureuse. Ce qui ne signifie pas que il n'y a pas de grands hommes qui ont accompagné le président Paul Biya. Merci, professeur. Parce que sur Paul Biya, je tiens à vous dire quand même, 70% de ses collaborateurs et des ministres en fonction sont admirables. Merci. Malheureusement, merci, professeur. Il y a un petit groupe, on vous aura compris, malheureusement, n'a jamais compris le projet présidentiel. N'ayant pas compris le projet présidentiel, il ne réalise même pas que la gouvernance aujourd'hui nous pose un véritable problème d'unité de la nation. Merci, professeur Charlemagne Moussanganyam. C'est moi. Pour toutes ces explications, analyses, et surtout, vous avez fait un heureux ce soir. Ce jeune doctorant qui souhaitait certainement vous rencontrer dans le cadre de ces recherches, nous vous promettons de façon officielle de donner ce numéro qu'il cherche tant en offre. Vous l'avez dit, professeur, nous allons nous séparer. Merci beaucoup. Oui. Je suis toujours... En 30 secondes. En mot de fin. Je vais toujours avec courage et détermination, comme le chevalier Bayard, sans crainte et sans reproche, servir le Cameroun et d'un côté, la politique initiée par le président Paul Biya. Merci Pascal Charlemagne d'avoir répondu favorablement à la grosse équipe de production de Face à l'actu de ce soir. Mesdames, messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de l'unité nationale du Cameroun qui se célèbre dans 24 heures. 24 heures. Et bonne fête à vous. Hein. Merci professeur. Et bonne fête à tous ceux qui croient à un Cameroun fort, uni et prospère, par la gouvernance institutionnelle et par la gouvernance à travers les hommes. Professeur. Oui, pour le souhaiter. Bonne fête à tout le monde. Merci aussi à nos millions de téléspectateurs qui ont réagi nombreux, même à ceux qui n'ont pas réagi. Et je salue la diaspora. Merci, je salue la diaspora. Permettez-moi de conclure. Et permettez-moi d'ajouter une seconde seulement. Je dis bonjour à cette diaspora qui malheureusement est écartée du processus de construction et de renforcement de notre unité. Vous l'avez dit. Salut à tous les Camerounais de la diaspora. Merci d'avoir réagi, merci d'avoir participé, merci de nous avoir suivis. Nous vous promettons mercredi prochain une autre personnalité pour un autre temps, une autre dynamique, toujours sur merci beaucoup. Vous de télévision, du vivant. Je vous remercie. De la proximité. Bonne nuit.